Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief du contre-la-montre de ce Tour d'Italie 2022, cette étape numéro 9 qui était du côté de Cesena. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui sur cette étape. On va voir un petit peu quels coureurs ont performé, quels coureurs ont été en difficulté. On va analyser les chronos tout simplement de cette étape pour voir un petit peu comment ça s'est déroulé pour les concurrents. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, si vous avez été surpris de certaines choses, peut-être de me faire même votre bilan de cette première semaine de ce Giro qui s'arrête ce soir. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Google, Amazon. N'hésitez pas également à aller voir TikTok, le débrief rapide de l'étape. Il est en cours d'upload avec les 4G. Vous allez voir, ça va arriver bientôt. Il est 17h33, il faudrait mieux que ça arrive même. N'hésitez pas également, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, de faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. On commence peut-être par ma note de l'étape. Alors, je ne vais pas vous l'afficher à l'écran parce que ça va être un peu compliqué à afficher à l'écran pour aujourd'hui, puis ça va être un petit peu le bordel. Là, je vois le retour écran. Note de l'étape, moi j'ai mis un 16 sur 20. Pourquoi très beau suspense dans ce contre-la-montre. Je ne m'attendais pas à voir ça. Je m'attendais vraiment à me faire chier aujourd'hui, hein, pour tout vous dire. Surtout quand j'ai vu les trois quarts des coureurs qui ne le faisaient pas à fond, je me suis dit, bon, bah voilà, hein, c'est un contre-la-montre fort passionnant pour un dimanche après-midi. Et puis je me suis dit, en plus, ça va être compliqué parce que j'ai vu un très bon Grand Prix de France en moto. Voilà, je me suis dit, bon, ça va peut-être être une course compliquée à suivre au niveau contre-la-montre, parce que des fois, quand vous avez vu un truc super bien et qu'ensuite vous enchaînez sur un truc qui est vraiment pas top, vous avez tendance vraiment à défoncer le truc qui est pas top. Moi, j'ai souvent tendance à faire ça. Et puis, bah, le final, vraiment, sauve ce contre-la-montre avec des bons rebondissements, vraiment un gros suspense pour la gagne, et puis des surprises, tout simplement, vraiment sur la dernière heure et demie de course, donc vraiment très intéressant. Dommage par contre, la réalisation aux fraises avec des informations erronées, des synthés qui n'étaient pas bons très régulièrement, et une réalisation qui n'était pas dynamique, qui était assez chiante, et qui ne mettait pas en avant le suspense de cette course. Je pense notamment, on n'a pas eu d'écran splitté, c'est un truc que je regrette, parce que l'écran splitté c'est quand même idéal pour garder le suspense. Moi je me souviens notamment de Cadel Evans face à Carlos Sastre contre la montre à Saint-Amand-Montrond sur le Tour de France 2008, il y avait un magnifique écran splitté, ou encore une fois, Contador, Leipheimer, je sais plus, c'était peut-être déjà Cadel Evans cette année-là, lors de la première année de la première victoire de Contador, où il y avait eu également un magnifique écran splitté, et aussi entre Floyd Landis et Oscar Pereiro, où il y avait eu ça aussi. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve est toujours très intéressant et qu'on ne fait plus, alors que c'est pas un truc le plus compliqué au monde. Mais je trouve qu'on devrait s'inspirer, je me disais ça même en regardant le premier contre-la-montre du Giro, mais j'avais oublié de le dire en vidéo. Je trouve que c'est quand même incroyable. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une grande partie des gens qui n'aiment pas les contre-la-montre ou qui ne sont pas forcément très fans des contre-la-montre, qui trouvent ça chiant. C'est parce que je trouve que c'est quand même incroyable. Un contre-la-montre, c'est quoi? C'est comme une séance de qualification en sport mécanique. Pourquoi on n'a pas les chronos qui restent affichés en bas, comme sur une séance de qualification? On aurait le chrono avec les écarts, les intermédiaires et ce genre de choses qui s'afficheraient avec des petits îlots comme on a en F1 ou en MotoGP. Je trouve que ça serait quand même beaucoup plus facile de comprendre dans ce genre de situation. Là, on a des classements, mais on ne comprend pas grand-chose, en fait, raisonnablement. Si vous n'avez pas un ordinateur à côté de vous, vous passez à côté de beaucoup d'informations. Je pense qu'il faudrait faire l'affichage de la Formule 1 ou de la moto en qualification, je pense, pourrait être très intéressant pour un contre-la-montre. Moi, je sais que sur un contre-la-montre, je suis assez frustré parce que il me manque beaucoup d'informations. Et c'est vrai qu'il faut... Enfin, le mieux, c'est d'avoir un ordinateur avec Pro Cycling Stats et l'écran de télé.
Sinon, vous manquez beaucoup d'informations et moi, j'aime pas avoir deux écrans l'un à côté de l'autre. J'aime bien pouvoir me concentrer sur l'écran. Donc, forcément, je rate des infos, je rate des choses que je redécouvre après en regardant les replays de Pro Cycling Stats. On passe au sondage, on fait un petit peu dans l'ordre inversé. Du côté des sondages, je vous posais deux questions hier. Ben Eli peut-il remporter un grand tour? 159 votes, oui à 18%, non à 66%. J'attends 2040 pour m'en prononcer, 16%. Pourquoi j'ai mis 2040? Parce qu'en 2040, il aura 40 ans. J'ai vérifié, je me suis... Non, j'ai regardé quand même. Non à 66%, je me dirais pourquoi pas. Je pense que Ben Eli, quand on regarde ses qualités dans les catégories genre Ronde de l'Isère, Tour de l'Avenir, quand on voit certaines de ses qualités, je trouve, notamment sur le contre-la-montre, notamment sur le travail au seuil également, je me dis, Ben Eli, je le verrais plus remporter un Tour de France que de le voir remporter un Tour des Flandres. Ouais, vous voyez un petit peu l'idée. Donc moi, je serais plutôt de l'avis des 18%, mais je respecte le choix du peuple. C'est le en même temps, comme on dirait Emmanuel Macron. Je respecte le choix du peuple. Voilà, 66% non. Et ben on verra. On verra en 2040 si on a tort ou raison. Mais je m'en souviendrai peut-être plus en 2040. C'est-à-dire dans 17 ans, je me souviendrai peut-être plus d'avoir fait ce sondage-là. Et puis, est-ce que YouTube existera toujours? On ne sait pas. Peut-être que Dailymotion aura pris le pas sur YouTube. Faut quand même pas déconner. On passe au deuxième sondage pour vous. Qui va gagner l'étape numéro 9? Remco Evenepoel était à 60%, Joao Almeida 3%, Stefan Kung 24%, Geraint Thomas 3%, un autre coureur 10%. Je suis assez surpris du faible pourcentage pour Geraint Thomas, mais voilà, moi je le voyais bien, Geraint Thomas, aujourd'hui. Hein. Pour tout vous dire, j'ai pas été surpris de le voir à 2 secondes. Il y a des mecs qui étaient... Enfin, de le voir à 1 seconde et de le voir très performant dès le premier intermédiaire. Moi, je misais bien sur Geraint Thomas. Bon, sur Remco Evenepoel aussi, mais j'ai pas été surpris des temps de Geraint Thomas aujourd'hui. Donc, Remco Evenepoel, 60%. 60% des gens ont gagné. Mais, comme on va voir tout de suite, c'est un petit peu une victoire service minimum pour Remco Evenepoel qui s'impose avec une seule seconde d'avance sur Geraint Thomas. Il est parti très fort. Premier intermédiaire, il a plus de 10 secondes d'avance. Premier intermédiaire qui était au bout de 13 km de course. Donc 10 secondes, ça veut dire presque 1 seconde au kilomètre sur le premier de ses adversaires. Et puis entre le premier et le deuxième intermédiaire, bam, il perd quasiment toute son avance. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. On aura peut-être des explications plus tard. Mais je trouve ça assez surprenant. Est-ce qu'il est parti trop vite? Est-ce qu'il a fait comme lors du premier contre-la-montre où il était parti très fort au premier intermédiaire et ensuite il avait stabilisé son écart pour finir moins fort que Gegenhardt et Almeida? C'est peut-être ce qu'il a décidé de faire, c'est-à-dire de taper très fort en se disant je vais faire mal à mes adversaires mentalement qui vont entendre l'écart que je leur ai mis au premier intermédiaire et qui vont s'effondrer derrière mentalement et que ça n'a pas marché. Ou soit les blessures, enfin les chutes, les blessures encore une fois qu'il a annoncées ont peut-être eu des conséquences sur le niveau de performance de Remco Evenepoel, cette contracture musculaire, cette blessure au sacrum, cette blessure au coude, enfin, une petite blessure, un petit frottement au coude. Peut-être que toutes ces petites blessures-là ont joué sur le niveau de performance. Moi, j'ai l'impression que sur le vélo, les quelques images qu'on a vues, parce que encore une fois, le réalisateur était pas très top. Moi, je considère que la position sur le vélo m'a pas semblé bizarre ou modifiée. Donc j'ai l'impression que les blessures n'ont pas eu de conséquences, mais bon, peut-être que ça a engendré de la fatigue. Et sur un contre-la-montre de 35 km, on était quand même sur un contre-la-montre de 40 minutes. Moi je m'attendais à ce que ça gagne un peu plus vite, mais je pense que le vent de face a joué, parce qu'on n'est qu'à 50 de moyenne, 50 de moyenne, pour des gens comme moi, c'est énorme, on n'atteindra jamais cette vitesse-là. Mais pour des coureurs cyclistes professionnels sur un chrono, moi je m'attendais plutôt à du 55 à l'heure. C'est pour ça que j'avais dit 39 minutes, parce que je crois que 38-30, ça faisait 55 à l'heure. Mais 50-725. Bon voilà, pour Remco Evenepoel, c'est une performance, encore une fois, c'est le service minimum, quoi. Voilà. Il gagne l'étape, pas de chance pour lui en plus, il gagne l'étape, il prend le maillot rose, donc protocole à l'arrivée. Lui qui n'aime pas le protocole à l'arrivée, ça va lui faire perdre de l'énergie. Et je dirais que c'est presque tout bénef pour les deux de derrière, c'est-à-dire Geraint Thomas et Tao Gegenhardt, qui finissent à 1 et 2 secondes, qui n'ont pas à faire le protocole réglementaire parce qu'ils ne sont pas au protocole, ils ne sont pas maillot rose, ils ne sont pas maillot blanc, voilà, ils sont juste aux têtes du classement par équipe du côté des deux.
Ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal, vraiment. Et Geraint Thomas, j'ai un peu sous-estimé sa performance hier, pour tout vous dire, à Geraint Thomas, parce que c'est vrai que j'ai oublié de dire, mais Geraint Thomas, sur une montée de 2 km avec des forts pourcentages comme ça, finir devant Remco Evenepoel et tenir la route Primoz Roglic, très fort de la part de Geraint Thomas. J'ai un peu sous-estimé sa performance parce que j'ai été plus impressionné par Gogenhardt dans la manière dont est revenu Gogenhardt sur Primoz Roglic. Mais là aujourd'hui, c'est presque l'inverse. Il ne faudrait pas sous-estimer la performance de Gogenhardt. 2 secondes sur Evenepoel, 15 secondes d'avance sur Primoz Roglic. Et même, on peut noter 6 secondes de mieux que Bruno Armirail et 4 de mieux que Kung, et 2 de mieux que Kung. Sur 35 bornes, chapeau Gegenhardt. Parce que quand je l'ai vu au premier intermédiaire, je me suis dit « Ah, il est peut-être parti un peu vite, Coco ». Et puis quand j'ai vu Geraint Thomas derrière, je me suis dit « Ah non, il est parti dans un bon tempo. » Non, il a bien géré son effort, il a encore bien fini, hein, Gegenhardt. Aussi à partir du deuxième et du troisième intermédiaire. Donc vraiment, belle perf de Gegenhardt, qui a été très régulier, qui a été très bon. Les 2 secondes, c'est peut-être sur la petite glissade à un moment dans le petit virage sur la droite, là, mais vraiment belle perf. Kung Armirail, là aussi, belle performance. Bruno Armirail, il va regretter son début de course, où il a été un peu trop prudent sur le départ du parcours, où il y avait des pavés de ville. C'est peut-être là où il perd les 4 secondes par rapport à Kung. Après, je ne sais pas s'il aurait pu aller chercher le temps de Remco Evenepoel, mais il était vraiment en très très grande condition, Bruno Armirail. Et ils sont partis au bon moment aussi, hein, tous ces coureurs-là. Ils sont partis quand les conditions climatiques étaient un peu meilleures. Et c'est vrai que Armirail et Kung, vraiment, ils ne sont pas passés loin. Et c'est dommage pour Kung parce qu'il passe souvent pas très loin. Il n'est pas passé très loin du titre de champion du monde. Il n'est pas passé très loin d'une victoire aujourd'hui sur le Giro. C'est terrible parce qu'il passe jamais très loin de quelque chose de grand, Stephen Kung, et c'est vrai que il a déjà 28 ans, un truc comme ça, hein, Stephen Kung, je pense, mais c'est vrai que 29, voilà. Mais c'est vrai qu'en termes de résultats et de victoires, il n'en a pas tant que ça, et c'est dommage parce qu'il a plein de top 5 par contre dans sa carrière, Stephen Kung. Roglic, 17 secondes. Le cas Roglic, c'est bien mais c'est pas bien pour Roglic. C'est bien parce qu'il perd que 17 secondes sur Remco Evenepoel, surtout que sur la première partie de course, lui il perd beaucoup de temps. Il était à 30 secondes je crois au premier intermédiaire. Donc vraiment, il fait pas un bon début de course. Roglic, et il finit très fort Roglic. Il est vraiment parti en négatif split. C'est un truc de marathon négatif split, c'est-à-dire on part en prenant du retard et on ramasse les morts au fur et à mesure de la course. Voilà, c'est un peu ça l'idée du negative split. C'est un truc qu'on entend souvent en athlétisme, de dire qu'on fait sur un 1500, on va faire le premier 400 mètres plus lent que le dernier 400 mètres. C'est ce qu'a fait Roglic. Il a totalement pratiqué le negative split. Et en même temps, tu te dis, il perd quand même 15 secondes sur Gogenhardt. Donc ça, c'est moyen parce qu'il aurait dû gagner du temps sur Gogenhardt. Et qu'il n'est pas beaucoup plus performant que Vlasov. Ou Karansman aussi. Et bon, on aurait pu s'attendre presque à mieux de la part de Primoz Roglic. Peut-être parti un peu trop prudemment pour Primoz Roglic. On fera un point général juste après. Je termine avec Arensman, très bon pour le classement par équipe de Ineos. Vlasov, 8ème, 30 secondes. C'est pas mal. Moi, je trouve qu'il est à sa place, Vlasov, 30 secondes. Autant sur les jours précédents, je l'avais dit notamment hier, je l'avais trouvé décevant. Autant aujourd'hui, il a remis un coup de collier. Bon, on va voir ce que ça va donner sur la suite de la course pour Vlasov, mais la forme commence peut-être à arriver pour Vlasov parce que je trouve qu'il a fait un début de saison encore une fois très timide, comme ce qu'a fait Bora, qui pour l'instant n'a pas fait un grand début de saison. Peut-être que ça va monter un petit peu en puissance. Joao Almeida, pas top, 35 secondes sur Remco Evenepoel, mais surtout, contrairement au premier contre-la-montre, il perd du temps à la fois sur Geraint Thomas, Gogenhardt, Roglic et Arensman, alors qu'il avait gagné du temps sur ces coureurs-là. Premier intermédiaire pas top pour Almeida, mais même sur la suite du parcours, il a perdu du temps sur ses autres concurrents. Donc c'est pas une question de Almeida moteur diesel, parce que c'est vrai que c'est pas le mec le plus rapide à se mettre en route, c'est juste qu'il a peut-être eu du mal avec la pluie. C'est vrai que parfois les muscles avec la pluie ont tendance à se durcir et certains coureurs ont plus ou moins de mal avec ça. C'est vrai qu'Almeida,
C'est un coureur qui, je crois me rappeler, supporte bien la chaleur. Joao Almeida, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si je me trompe, mais je crois qu'il est quand même plutôt pas mal dans les conditions de forte chaleur. Donc peut-être que dans des conditions d'humidité, ça a été plus compliqué. Quoique sur le Giro 2020, il est 10 jours en rose. C'est un Giro où le temps est catastrophique. Mais peut-être, voilà, la mise en route qui a été compliquée. Et bon. Caruso, très bon chrono aussi, 42 secondes seulement de perdu, c'est lui qui devient le leader de la Bahreïn parce que Jack Haig perd beaucoup plus de temps, donc je trouve que c'est un bon chrono. Jevine, des problèmes de radio, il a perdu beaucoup de temps en début de course, c'est dommage parce que quand tu vois le temps de Remco Evenepoel, de Geraint Thomas, je pense qu'il avait le moyen de rentrer dans le top 5 de cette étape pour Jevine. Kamna, pas un bon chrono pour moi parce qu'il perd quand même par rapport à Vlasov 21 secondes, ce qui est énorme. Je trouve qu'Kamna, il est quand même champion d'Allemagne. Donc je trouve que pour quelqu'un qui est pas mauvais sur le contre-la-montre d'habitude, je trouve que c'est pas un bon chrono. Barta, pas mal, mais c'était un peu trop plat pour lui. Il est meilleur sur les contre-la-montre avec des bosses. Lorenz de plus, qu'il l'a pas fait à 100%, je pense, fait quand même un bon chrono. Mollema, il lui en manquait un petit peu, Mollema, mais ça montre que les jambes sont pas mal pour les échapper. McNulty 16, pas le meilleur vireur du peloton, donc avec des pavés c'était compliqué. Sivakov 17. Leknesund, pas mal, hein, Leknesund aussi, un 19e sur un chrono comme ça. Andreas Leknesund, c'est pas mal. Parmi les déceptions, j'irai Eddie Dunbar, parce qu'une 32 perdue, ça fait beaucoup quand même sur un chrono comme ça. Et puis surtout, il est que 9 secondes plus rapide que Hugh Carty, qui est quand même pas un spécialiste du contre-la-montre, même s'il a bien limité la casse Hugh Carty. C'est quand même pas dingue le chrono qu'a fait Hugh Carty, donc c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à mieux de la part d'Eddie Dunbar. Jack Haig aussi une 45, c'est pas top, surtout quand vous voyez le chrono de Caruso, il se prend quand même 1 minute par Caruso. Bon, je pense que Caruso était déjà un coureur qui était bien protégé. Je pense que désormais c'est le leader de cette équipe Bahreïn. Et puis Rigoberto Urán à 2,05, mais pour moi c'est pas vraiment une surprise non plus, hein. C'est plus le grand Urán, hein. Il est plus tout jeune, Urán non plus. Et puis Thibaut Pinot, de 40, on s'y attendait un petit peu qu'il perde du temps. Thibaut Pinot, c'était à peu près le temps que je m'attendais ce qu'il perde sur Remco Evenepoel. Donc comme Remco Evenepoel pour moi n'a pas fait le contre-la-montre du siècle, je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux du côté de Thibaut Pinot, mais qui est balade Thibaut Pinot. J'espère que ça va aller mieux. J'espère surtout que c'est pas la Covid, parce qu'on a quand même des petits cas de Covid qui traînent. Et comme il a été dans des échappées, peut-être, non, il n'a pas été dans des échappées, pardon, mais il était dans le peloton, peut-être au chaud, peut-être que, il y a la Covid qui traîne dans le peloton. Pozzo Vivo, 3 minutes, c'est à peu près le tempo sur ce type de contre-la-montre pour lui. Et puis Fortunato, qui est celui qui s'entend le moins bien, mais c'est pas une surprise, Fortunato, que je le retrouve. Fortunato, c'était 5 minutes quasiment de perdu, voilà. 4,54 pour Fortunato aujourd'hui. Bon, même quand ils veulent faire à fond les contre-la-montre, Fortunato, il est pas bon là-dedans. Du côté du classement général, on fait un petit point en cette fin de vidéo, en cette fin de première semaine. Eh bien, Remco Evenepoel, 45 secondes d'avance sur Geraint Thomas, 47 sur Roglic, 50 sur Georg Gennard, ce qui est pas tant que ça. Au final, certes c'est un petit pécule, mais vu ce qui va arriver sur les 2 prochaines semaines, autant vous dire que c'est pas suffisant. Almeida 1,07, c'est dommage, hein, encore une fois, ce contre-la-montre pas fantastique de Almeida, parce que ça aurait pu lui permettre d'être un peu plus haut au niveau du classement général. Leknesund, c'est peut-être la révélation de cette première semaine, 1,07, toujours dans le match pour un top 10, toujours bien. Vlasov, dommage qu'il ait perdu autant de temps sur les premiers jours de course, parce que là il se retrouve à 1,48. Caruso de 13, encore une fois pour un top 5, c'est encore faisable pour Caruso. Kemna 2,37, Sivakov 10e à 3 minutes, également pour le coureur d'Ineos Grenadiers. Et Thibaut Pinot se retrouve à 5,33, donc il y a une vraie question à se poser pour Thibaut Pinot. Est-ce qu'on continue avec cette idée de faire le classement général, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt se recentrer sur le maillot bleu, c'est-à-dire quitte à sacrifier son classement général, perdre du temps au niveau du classement, parce que là il est trop proche pour pouvoir partir dans des échappées au long cours. Donc ça c'est une question qui peut se poser pour Thibaut Pinot, et puis on espère qu'il n'est pas trop malade. Warren Barguil, lui il est 23e à 6 minutes 50, ce qui est déjà un peu moins dangereux pour Warren Barguil. Fortunato, pour ceux qui se demandent, l'italien, il est déjà à 10,41, donc lui il va pouvoir prendre des échappées au long cours
Fortunato parce que il est plus dangereux du tout quasiment en général. Du côté du classement du maillot vert, Jonathan Milan 13 points d'avance sur Caden Groves, Pedersen est à 89 points. Ça va se jouer entre ces trois-là parce que Matthews a déjà quand même un petit peu de retard. Il faudrait qu'il y ait des abandons devant lui. Remco Evenepoel pour le moment est 5e. Du côté du classement de la montagne, David Ebaïs 86 points. Thibaut Pinot 36 points derrière avec 50 points et Karel Vachek 3e devant Petili. Voilà, donc ça c'est intéressant. Du côté du classement du maillot blanc, Remco Evenepoel, Almeida, Leknesund, Arensman, Buitrago. Van Wilder est dans le top 10, Zana également dans le top 10. Et puis du côté du classement par équipe, vous voyez Ineos en tête pour le moment avec 6 minutes 19 déjà d'avance sur la Bahreïn, c'est pas mal. EF à 7,08 et Jumbo Visma à 8,08, UAE à 9,38 et Soudal Quickstep à 16,39. La première équipe française c'est Groupama, deuxième équipe française c'est AG2R dans ce classement et la Coratec qui est dernière de ce classement par équipe est déjà à 4h05, ce qui est énorme. Eh bien nous, on se retrouve donc, pas demain, mais demain je pense qu'il y aura le débrief de la moto, donc on se retrouve mardi matin pour faire la présentation de l'étape numéro 10. Le débrief, ça sera mardi 21h. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Il y aura peut-être également un ou deux sondages, je sais pas encore, et puis n'hésitez pas à regarder la MotoGP, il y aura peut-être une ou deux autres vidéos également sur la chaîne demain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao ciao!